Lors de l'anniversaire des jumeaux de ma sœur, celle-ci a distribué des pochettes surprises à tous les enfants qui comptaient à ses yeux, mais ma fille n'a eu droit qu'à un simple post-it sur lequel était écrit « Fais des efforts. L'année prochaine ». Nous n'avons pas fait de scène, nous sommes simplement partis, et le lendemain matin, ma sœur a ouvert sa porte d'entrée et a hurlé si fort que le voisin a appelé la police. J'aimerais pouvoir dire que j'ai été choquée, j'aimerais pouvoir dire que lorsque j'ai vu ce qu'ils avaient donné à ma fille, mon sang n'a fait qu'un tour, que le temps s'est arrêté ou peu importe ce que les gens disent dans ces moments dramatiques de cinéma. Mais la vérité, c'est que j'avais l'impression d'attendre cela depuis toujours, non pas avec espoir, mais avec cette lourde angoisse de celle qui sait pertinemment que le pire va finir par arriver. La fête se déroulait chez ma sœur Élodie, dans sa maison qui ressemblait littéralement à un compte Instagram de décoration bohème. Chic grandeur nature, avec des arches de ballons géantes aux couleurs parfaitement coordonnées, un buffet de dessert digne d'un traiteur parisien haut de gamme, et des t-shirts assortis pour ses jumeaux Théo et Lucas sur lesquels on pouvait lire « Né pour briller ». Les enfants couraient partout en serrant leurs pochettes en tissu brodé à la main comme des trésors, tandis que ma fille Léa, âgée de 7 ans, serrait la mienne très fort. Elle portait ce serre-tête pailleté qu'elle avait elle-même choisi ce matin-là, celui qui, disait-elle, lui donnait l'impression d'être une galaxie. Elle était très anxieuse avant notre arrivée, elle l'est toujours au milieu des grandes foules. Mais elle s'était entraînée à dire joyeux anniversaire 2 fois dans la voiture, et elle avait même préparé elle-même 2 petites cartes de vœux, une pour chaque cousin, sur lesquelles elle avait dessiné de petites étoiles avant de les signer avec tout son amour. J'étais tellement fière d'elle simplement parce qu'elle avait trouvé le courage de venir. Mon mari Thomas et moi sommes restés près du buffet à échanger des banalités polies avec des gens que nous connaissions à peine, tout en essayant d'ignorer la façon dont Élodie nous calculait à peine. Le sourire crispé de ma mère Françoise qui semblait me dire « Ne commence pas à faire d'histoire » et mon père Jean-Pierre qui hochait la tête une fois avant de se reconcentrer sur la découpe du gigot d'agneau avec la précision d'un chirurgien. C'est alors qu'ils ont distribué les pochettes cadeaux. Chacune portait le nom de l'enfant écrit en lettres pailletées et contenait des peluches, des flacons de bulles de savon, des gourdes personnalisées et un petit porte-clés avec leur initiale. Un par un, les enfants rayonnaient de joie et déballaient leurs cadeaux comme un matin de Noël. Puis ils ont tendu un sac à ma fille Léa, un simple sac en papier blanc, sans paillettes, sans prénom, juste un post-it jaune collé de travers sur le devant. D'une écriture qui était indéniablement celle de ma sœur, il y avait écrit « Fais des efforts l'année prochaine ». Ma fille a cligné des yeux en le regardant, comme si elle lisait mal, comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur qui expliquerait cette plaisanterie, puis elle a plongé sa petite main dedans et en a sorti un feutre cassé, une gomme usagée et un bonbon à la menthe tout poussiéreux qui semblait avoir traîné pendant des mois au fond d'un sac à main. C'était tout. J'ai vu sa gorge se serrer, elle m'a jeté un regard et j'ai senti ses petits doigts glisser vers les miens, comme pour chercher un appui, comme si elle pensait avoir fait quelque chose de mal. Et c'est là que les adultes ont commencé à rire. Élodie a ri la première, de ce rire aigu et perçant qu'elle réserve au moment où elle veut montrer à tout le monde que c'est elle qui mène le jeu. Elle a été insupportable ces derniers temps. A-t-elle lancé d'un ton léger, balayant la situation d'un revers de main comme si c'était un caprice amusant, elle coupe la parole, répond, pleure pour un rien, c'est juste un petit rappel à l'ordre. Ma mère a gloussé. Franchement, ça lui fera du bien, tu la couves beaucoup trop. Même mon père a lâché un semblant de rire étouffé, comme si tout cela n'était qu'une blague. Maladroite mais inoffensive. Les autres enfants ont ri aussi, sans trop savoir pourquoi, comme le font toujours les enfants en suivant l'exemple des grands.
Ma fille a esquissé un sourire, ce sourire crispé et tremblant que font les enfants. Pour s'empêcher de pleurer. Thomas m'a regardé, sans aucune surprise dans les yeux, mais avec une expression plus calme, plus résolue. Il s'est accroupi près d'elle, a pris délicatement le sac de ses mains et lui a dit doucement, « Tu n'as pas besoin de ça, viens, on va aller manger une vraie part de tarte. » Nous sommes levés. Je n'ai pas dit un mot, lui non plus. Nous avons pris les à part la main et nous sommes sortis de cette maison comme on s'échappe d'un bâtiment en flammes. Personne n'a essayé de nous retenir, personne ne nous a rappelé. Pas même ma sœur. Une fois rentrée à la maison, ma fille s'est assise sur le canapé et a fixé les étoiles pailletées sur les cartes d'anniversaire qu'elle avait dessinées, comme si elles allaient bouger pour lui donner une explication. Puis elle m'a demandé, « C'est parce que je n'ai pas dit merci assez vite ?» Je lui ai répondu, « Non, mon ange, c'est parce que certaines personnes oublient comment être gentilles. » Elle a hoché la tête, a serré les cartes contre sa poitrine comme pour protéger son petit cœur, puis elle s'est endormie. Sur le canapé, blottie sous le plaid doux que son père lui avait offert au Noël précédent, celui sur lequel était écrit « Tu es en sécurité. Tu es forte. Tu es aimée. » Je me suis installée dans la cuisine pendant que Thomas préparait du thé. Aucun de nous n'a parlé, nous n'en avions pas besoin car cette situation n'avait rien de nouveau, elle était juste définitive. Après un long silence, il m'a dit, « J'ai suspendu tous les virements, le loyer, la carte de course, l'aide pour l'électricité, absolument tout. » J'ai hoché la tête, j'ai ouvert le tiroir où nous gardions les documents importants et j'ai sorti le dossier que j'alimentais discrètement depuis des années. Il y avait des captures d'écran de messages, des photos, une copie du mail où ma sœur me demandait de garder ses enfants pour qu'elle puisse s'offrir un week-end en Thalasso en solo, les reçus. Des virements Lydia. Notamment celui où j'avais payé leurs taxes foncières et pour lequel mes parents m'avaient dit, on te remboursera après notre croisière. Le dossier était épais. J'y ai ajouté une dernière pièce, le post-it jaune, fait des efforts l'année prochaine, que j'ai glissé dans une pochette transparente. Tout au-dessus de la pile. Mon mari m'a regardé sans dire un mot, mais quand nos regards se sont croisés, il a hoché la tête, non pas comme quelqu'un qui donne son autorisation, mais comme quelqu'un qui se dit « enfin ». Le lendemain matin, je suis allée déposer quelque chose chez eux, discrètement, sans message. Sans confrontation, juste la vérité toute nue. Ils voulaient donner une leçon à ma fille, très bien, ils allaient en prendre une eux aussi. Toute cette histoire n'a pas commencé avec ma fille, et c'est ce qui fait le plus mal, car cela n'aurait jamais dû l'atteindre, elle aurait dû être protégée et aimée par toute sa famille, pas seulement par son foyer immédiat, mais cela avait commencé bien avant sa naissance. Cela avait commencé avec moi. Grandir dans notre maison signifiait apprendre à jouer un rôle, à se plier en quatre pour devenir la version d'enfant qui subirait le moins de critiques ce jour-là. Cela signifiait analyser l'ambiance d'une pièce avant même d'avoir appris à lire un livre, cela signifiait que le silence était plus sûr que l'honnêteté, et que faire semblant d'être heureux était bien plus facile que d'expliquer pourquoi on ne l'était pas. Élodie avait toujours été la préférée, ce n'était jamais dit à voix haute. Pas directement, mais il n'y avait pas besoin de mots car cela se sentait dans le ton de voix que mes parents utilisaient avec elle, dans la façon dont leur visage s'illuminait à ses récits, même les plus ennuyeux. Tandis que mes propres réussites étaient accueillies par un simple et distrait « c'est bien », alors que les moindres petites victoires d'Élodie donnaient lieu à des fêtes, des gâteaux et des dizaines de messages sur le groupe WhatsApp familial. Je me souviens qu'en classe de CE2, je suis rentrée à la maison en serrant fièrement un diplôme d'assiduité, j'avais lutté contre des rhumes et des maux de ventre toute l'année juste pour obtenir ce papier. Et quand je l'ai tendu à ma mère,
Elle y a à peine jeté un coup d'œil avant de me dire « Élodie a été élue. Déléguée de classe, tu sais bien que c'est beaucoup plus important. » Quand j'ai ramené un 14/20 en mathématiques, une matière avec laquelle je me battais. Depuis des mois, mon père m'a dit « Ta sœur n'a jamais eu moins de 18. » Quand j'ai obtenu le rôle principal dans la pièce de théâtre de l'école, ils ne sont pas venus car Élodie avait un entraînement de handball, un simple entraînement. Même pas un tournoi, mais c'était important pour elle, alors ils ont dit qu'ils essaieraient de venir à la représentation suivante. Ce qu'ils n'ont jamais fait. Les anniversaires étaient le pire moment, mes fêtes étaient toujours célébrées. En commun avec Élodie, alors que nos anniversaires étaient espacés de près de 2 mois, et mon prénom n'était qu'un ajout de dernière minute sur le gâteau. Une année, ils nous ont offert un seul cadeau à partager, une paire de rollers. À la pointure d'Élodie. J'étais toujours trop ceci ou pas assez cela, trop calme, trop théâtrale, trop timide, trop têtue, je pleurais trop facilement, je posais trop de questions, je répondais, je boudais, je ne souriais pas assez, ou pas de la bonne façon. Il n'y avait pas de bleu, pas de cri, juste ce sentiment constant et sournois de ne jamais être à la hauteur, suivi de reproches me disant que j'étais trop sensible dès que je m'en rendais compte. Quand j'avais 15 ans, je suis rentrée de l'école en pleurant parce qu'un professeur m'avait accusé à tort de tricher à un contrôle, j'étais effondrée. Et la seule réaction de ma mère a été de me dire, en même temps, tu restes toujours dans ton coin, tu as peut-être l'air suspecte. La prochaine fois essaie de sourire plus et d'agir normalement. À 17 ans, j'ai enfin trouvé le courage de dire à mes parents que je pensais faire une dépression. Ma mère a levé les yeux au ciel et a dit, c'est la nouvelle mode, c'est ça? Tout le monde se croit déprimé aujourd'hui, tu t'ennuies, trouve-toi un passe-temps. Élodie m'a dit que je faisais ma crise de drame, puis elle m'a emprunté mon chargeur de téléphone qu'elle ne m'a jamais rendu. Au moment de partir pour la faculté à Paris, j'étais devenue complètement insensible, je ne leur ai pas demandé de m'accompagner pour l'emménagement et ils ne m'ont pas déçu. Ils m'ont envoyé une carte avec une semaine de retard contenant un billet de 20 € et un post-it disant « Ne gâche pas tout ». Je n'ai pas gâché ma vie. J'ai terminé mes études, j'ai suivi une thérapie, j'ai appris à poser des mots sur les choses comme la négligence émotionnelle, le rôle de bouc émissaire et le contrôle passif-agressif, et j'ai appris à me reconstruire. Quand j'ai rencontré Thomas, j'avais encore peur d'être de trop, je me suis excusée d'avoir pleuré devant un film, et il m'a simplement tendu un mouchoir en disant « Cette scène était vraiment touchante, n'est-ce pas ?» Comme si c'était la chose la plus normale au monde. Il a été la première personne à me demander ce que je voulais pour mon anniversaire et a tombé parfaitement juste, non pas en devinant, mais en m'écoutant. Quand je lui ai parlé de ma famille, j'ai minimisé les faits pour faire passer cela pour de simples excentricités, il n'a pas insisté, mais la première fois qu'il les a rencontrés, il m'a serré la main sous la table et après le dîner, il m'a dit, tu n'exagérais pas du tout. Je les ai laissés revenir dans ma vie quand notre fille est née, car je voulais qu'elle ait une grande famille avec des cousins, des fêtes de fin d'année, et des grands-parents attentionnés, je voulais qu'elle ait ce que je n'avais pas eu. Les choses ont commencé doucement, ma sœur critiquant les vêtements de ma fille en disant « Elle s'habille de façon un peu étrange, non ?» Ma mère insistant pour qu'elle fasse des câlins à tout le monde même quand elle n'en avait pas envie, disant « Ne sois pas impoli, ma chérie, fais un vrai bisou à tonton Philippe. » Ou mon père se moquant de sa sensibilité lorsqu'elle pleurait à cause d'un bruit trop fort en disant « Il va falloir se durcir le cuir si elle veut survivre dans cette famille. » J'ai essayé d'expliquer qu'elle avait des troubles de l'intégration sensorielle, qu'elle avait besoin de soutien et non de honte, et qu'elle faisait de son mieux, mais il levait les yeux au ciel en d'un air excédé, tu dramatises, elle va très bien. Élodie m'a traité de mère
Hélicoptère en disant que j'en ferais une future victime incapable de se défendre, et chaque fois que je posais des limites, je devenais le problème, la personne difficile, celle qui fait des histoires. Chaque fois que je prenais la défense de ma fille, ils utilisaient les mêmes tactiques qu'avec moi, la minimisation, la moquerie, le silence glacial. Parfois, ils me prenaient même en pitié, ce qui était encore pire. Elle a juste besoin de se sentir importante. A chuchoté un jour ma mère à Élodie, sans se rendre compte que j'étais juste à côté, laisse-la faire son cinéma. C'était comme si défendre mon enfant n'était qu'un caprice d'adulte. Et j'ai laissé passer, je l'ai fait plus de fois que je ne peux le compter parce que j'espérais toujours que les choses s'amélioreraient, qu'il finirait par comprendre, que cette fois il la verrait vraiment pour ce qu'elle est, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne voyaient que leur propre besoin de supériorité et leur désir de maintenir cette hiérarchie familiale si confortable pour eux. Ma fille n'était que la génération suivante destinée à subir le même traitement que moi, sauf que cette fois, je savais exactement ce qui se passait et j'avais le choix. Je pouvais continuer à leur donner des chances et les laisser la détruire petit à petit comme ils m'avaient détruite, ou je pouvais briser ce cercle vicieux. J'ai choisi ma fille, je me suis choisi moi-même, et le lendemain, ils allaient comprendre ce que cela signifiait. Nous n'avons pas beaucoup dormi cette nuit-là. Ma fille a fini par s'endormir, ses petits doigts serrés sur la carte d'anniversaire qu'elle avait préparée pour ses cousins, tandis que je suis restée éveillée sur le canapé à regarder le curseur clignoter sur mon écran comme s'il me mettait au défi de terminer ce que j'avais commencé. À 4h07 du matin, j'ai envoyé un email au propriétaire du grand duplex dans lequel vit ma sœur Élodie pour lui expliquer que je ne paierais plus la part complémentaire du loyer mensuel que nous avions convenu d'un commun accord. Cet arrangement n'était pas officiel, mais le propriétaire connaissait mon nom et savait que le virement provenait toujours de notre compte bancaire. Il a répondu en 20 minutes pour me dire qu'il comprenait et qu'il l'informerait du nouveau solde dû dès aujourd'hui. À 4h49 du matin, mon mari a rédigé la lettre destinée à l'organisme de crédit pour la voiture, car c'était nos noms qui figuraient sur les documents officiels. Notre crédit qui était engagé et notre argent qui avait servi pour l'apport initial. Alors qu'Élodie avait déjà manqué 2 mensualités avant que nous n'intervenions. Cette fois-ci, nous ne sommes pas intervenus, nous nous sommes retirés. À 6h02 du matin, nous avons tout imprimé, les SMS, les emails, les captures d'écran des conversations de groupe où ma fille était traitée de gamine difficile et où Élodie écrivait « Elle va être exactement comme sa mère ». Hypersensible et épuisante. Il y avait même un enregistrement vocal datant de Noël d'il y a 2 ans, lorsque ma mère, ne sachant pas que mon mari enregistrait un moment de famille pour les souvenirs, s'était penchée vers Élodie pour lui dire « Ne t'embête pas à lui offrir un beau cadeau ». De toute façon, elle ne sait jamais apprécier les choses, en parlant de moi. À 7h du matin, tout était réuni dans le dossier, classé, annoté et relié par un ruban de satin rouge que j'avais trouvé dans le tiroir à bazar, un ruban provenant de l'anniversaire d'un des enfants d'Élodie, un détail que je n'avais pas prémédité, mais qui tombait sous le sens. À 7h30, nous avons roulé jusqu'à chez ma sœur. Sans dire un mot, avec seulement cette enveloppe à la main. Mon mari l'a déposée délicatement sur le paillasson, nous avons sonné et nous sommes repartis. Nous étions au milieu de la rue quand nous avons entendu ce cri d'une rage absolue. Un hurlement qui a jailli de sa gorge comme s'il y était contenu depuis des années. Je ne me suis pas retournée, mon mari a serré le volant un peu plus fort et a esquissé un léger sourire. Plus tard, j'ai appris que le voisin était sorti en peignoir en pensant que quelqu'un était blessé, et il a appelé la police en voyant Élodie sur la pelouse, le visage rouge de colère, hurlant et
serrant le dossier comme s'il s'agissait d'un déchet radioactif. Quand les gendarmes sont arrivés, elle a tenté de leur expliquer qu'il s'agissait de harcèlement et que sa sœur folle essayait de détruire sa vie, mais ils ont feuilleté le dossier avant de lui dire calmement qu'il s'agissait d'une affaire d'ordre civil, sans rien d'illégal ni de motif à intervention. C'était la stricte vérité. À midi, mon téléphone a littéralement explosé sous les notifications, avec 38 messages de ma sœur. Les premiers étaient des insultes écrites en lettres majuscules. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu trouves ça drôle? Puis est venue la culpabilisation. Nous sommes une famille, tu ne peux pas nous faire ça, suivi des supplications. S'il te plaît, tu ne peux pas arrêter de payer comme ça pour une simple plaisanterie. Et enfin les menaces, si tu ne retires pas tout ça, tu vas le regretter. Ma mère a appelé 4 fois, laissant un message vocal à la 3e tentative. Tu es allé trop loin, cette famille a toujours eu des problèmes, mais là, c'est toi qui as mis le feu aux poudres. Qu'est-ce que tu attends de nous? Elle avait l'air plus en colère que désolée. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai envoyé la version numérique du dossier à toute notre famille élargie, mes tantes, mes oncles, mes cousins, sans aucun commentaire personnel, avec pour simple objet, au cas où vous vous demanderiez pourquoi nous ne viendrons plus aux réunions de famille. À la fin de la journée, j'avais reçu 20 réponses. La moitié exprimant de la surprise en disant « Je n'en avais aucune idée » et un cousin m'a envoyé un unique message « Tu as bien fait ». Les véritables retombées ont commencé 2 semaines plus tard lorsque le propriétaire a mis ses menaces à exécution, donnant 30 jours à Elodie pour payer l'intégralité du loyer sous peine d'expulsion, tandis que l'organisme de crédit a bloqué la voiture après que ces retards de paiement ont déclenché une procédure de contrôle et l'envoi d'une mise en demeure. Mon mari a souri en voyant la notification. Mes parents ont alors appelé mon mari, pas moi, mais lui. Elle ne veut pas nous écouter, a dit ma mère, mais elle t'écoutera peut-être. Dis-lui que nous sommes désolés, dis-lui qu'elle n'est pas obligée de faire ça. Il lui a répondu la vérité, elle ne vous fait rien du tout, c'est vous qui vous êtes fait ça tout seul. Ils ont débarqué chez nous le lendemain matin, ma fille les a vus par la fenêtre et son visage est devenu tout pâle. Je suis allée à leur rencontre sur le pas de la porte sans les laisser entrer. Nous voulons juste parler, a dit mon père, tout cela prend des proportions démesurées. Non, ai-je répondu, cela s'appelle assumer les conséquences. Ma mère a essayé de pleurer, mais aucune larme n'est venue, et je n'ai pas fléchi. Ils ont laissé une carte dans la boîte aux lettres, une de ces cartes de condoléances impersonnelles sur laquelle ils avaient écrit à l'intérieur. Notre famille nous manque. Je la leur ai renvoyée avec un post-it, à moi aussi. Puis je suis retournée à l'intérieur où ma fille lisait sur le canapé. Les jambes glissées sous son plaid, le visage serein. Elle a levé les yeux vers moi et a demandé, ils étaient en colère? J'ai secoué la tête, ils parlaient fort, ce n'est pas la même chose. Elle a hoché la tête et ce soir-là, mon mari nous a emmenés manger une glace en ville. Nous n'avons rien fêté, nous avons juste respiré, mais dans ce silence retrouvé, il y avait quelque chose de nouveau, une paix immense qui faisait un bien fou. Pendant environ une semaine, ce fut le calme plat, ou plutôt une rage sourde qui grondait sous la surface. Ma sœur avait tenté de tout détruire, c'est certain. Mais après ce premier cri de colère, cette avalanche de messages et ces tentatives ratées de nous culpabiliser, tout est devenu silencieux pendant un instant. J'ai pensé que c'était peut-être enfin fini, qu'ils avaient compris le message, mais je me trompais. 10 jours après avoir déposé le dossier sur son paillasson, ma fille est rentrée de l'école avec un mot dans son sac à dos de la part d'Élodie. Il était écrit sur un papier à lettres rose pastel avec des petits cœurs sur les bords,
comme s'il était destiné à une enfant, et le message était court: si jamais tu te sens triste ou perdu, rappelle-toi que tata Elodie t'aime, tu peux m'appeler quand tu veux, même si ta maman te dit non. Ma fille m'a regardé avec un air troublé. J'ai fait quelque chose de mal? J'ai senti la colère monter dans ma gorge avant même de pouvoir la contrôler, car il ne s'agissait plus seulement de respecter des limites. C'était de la manipulation ciblée, délibérée et d'une bassesse extrême. J'ai immédiatement appelé l'école et j'ai découvert que ma sœur avait utilisé le nom d'une de ses amies pour obtenir l'autorisation de déposer un pli pour sa nièce. Sans aucune vérification d'identité, juste avec un sourire mielleux et un faux non. Cet après-midi-là, j'ai déposé une demande de mesure d'éloignement officielle auprès de l'école, de l'inspection académique et de la police, et j'ai envoyé une mise en demeure de cesser tout harcèlement à ma sœur ainsi qu'à mes parents, appuyés par un courrier de mon avocat 2 jours plus tard. C'est alors qu'un faux compte a commencé à m'identifier sur les réseaux sociaux en me traitant d'ingrate et en publiant des photos d'enfance floues avec des légendes comme « certaines personnes oublient qui les a élevées », tandis qu'un autre message anonyme disait « rappelle-toi que les enfants grandissent, un jour. Elle saura ce que tu as fait ». Ce fut la provocation de trop. J'ai transmis l'intégralité des éléments à mon avocat qui les a envoyés à la police. Ma sœur a alors publié un selfie d'elle en train de pleurer avec pour légende « quand votre propre famille se retourne contre vous », s'attirant une vague de sympathie jusqu'à ce que la vérité commence à s'ébruiter. Discrètement, une tante, puis un cousin, puis un autre ont commencé à faire circuler les captures d'écran, à réécouter les messages vocaux, et les gens ont fini par voir les preuves exactement comme je les avais vues. Mes parents ont très mal réagi et ont tenté de rallier le reste de la famille lors d'une réunion d'urgence à laquelle je n'ai pas assisté, mais on m'a raconté que lorsque quelqu'un a demandé pourquoi je n'avais pas été invitée à l'anniversaire de mon grand-père l'année dernière, ma mère est restée totalement muette. Quelqu'un d'autre a demandé pourquoi Elodie piochait dans le compte d'épargne familiale alors qu'elle était la seule à avoir un salaire stable, et une autre personne a demandé si l'histoire de la pochette d'anniversaire était vraie, ce qui était le cas. À la fin de l'appel, 4 personnes avaient discrètement quitté la réunion. Mes parents ont arrêté de publier des photos d'événements familiaux et ma sœur a supprimé ses comptes. C'est alors que j'ai reçu une lettre, un écrit désespéré et décousu de ma mère, rédigé à l'encre bleue sur du papier à lettres A. Monogramme: les familles sont compliquées, nous avons fait des erreurs, mais au bout du compte, nous sommes tout ce qu'il nous reste. Ne punis pas tout le monde pour un simple malentendu, ta fille regrettera cette distance, et toi aussi. Je n'ai pas répondu, j'ai préféré encadrer la lettre et l'accrocher juste à côté du post-it jaune par lequel tout avait commencé, fais des efforts l'année prochaine. Puis j'ai aidé ma fille à installer une guirlande lumineuse autour de son nouveau lit, elle avait choisi des lumières douces qui changeaient de couleur lentement, au rythme d'une respiration, et sa propre respiration avait changé elle aussi, plus sereine, plus douce, moins crispée qu'avant. Elle s'est fait de nouvelles amies, 2 filles de son cours d'art plastique, des enfants douces, curieuses et bienveillantes qui ne se moquaient pas d'elle lorsqu'elle avait besoin de se boucher les oreilles ou de faire une pause. Elle a recommencé à dormir d'un sommeil profond sans se réveiller et un matin, elle m'a dit, mon cœur ne vibre plus d'angoisse. Je l'ai serré si fort contre moi qu'elle a poussé un petit cri. Et puis, une dernière chose est privée à la fin de l'année scolaire, sa classe a organisé une journée porte ouverte pour les familles où chaque élève pouvait inviter un adulte pour partager des gâteaux et découvrir leurs projets artistiques. Elle m'a choisi. Bien évidemment, et son projet de dessin était une peinture abstraite représentant des galaxies tourbillonnantes et de 12 comètes roses, dans le coin de laquelle elle avait écrit à la peinture noire, il vaut mieux être en
sécurité que d'être nombreux. Sur le chemin du retour, je lui ai demandé si elle voulait s'arrêter pour manger une glace, elle a dit oui, puis elle a marqué une pause, maman. Oui, ma chérie. Tu as fait le bon choix, même s'ils disent que tu es méchante, même s'ils ne nous parlent plus jamais, tu as fait ce qu'il fallait. J'ai dû ravaler mes larmes face à l'émotion qui me serrait la gorge. Merci mon cœur, cela représente tout pour moi. Elle s'est réinstallée confortablement dans son siège avec un grand sourire. Plus tard ce soir-là, j'ai consulté mes emails une dernière fois avant de dormir et j'ai trouvé un nouveau message d'Élodie, sans objet, sans formule de politesse, contenant seulement ces quelques mots: tu es heureuse maintenant? Tu as gagné. Je n'ai pas répondu, je n'en avais pas besoin, mais elle se trompait. Car je n'ai pas cherché à gagner, je suis simplement partie et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas regardé en arrière. Peut-être suis-je allée trop loin, ou peut-être pas assez, parfois je me demande encore si j'aurais dû en dire plus lors de cette fête d'anniversaire, ou si partir en silence était au contraire la chose la plus percutante que je pouvais faire. Je me demande ce que ma fille retiendra de tout cela dans quelques années, et ce qu'elle n'aura pas besoin d'oublier ou de désapprendre parce que j'ai su intervenir à temps. Mais maintenant, j'aimerais vous poser la question: s'il s'agissait de votre enfant, auriez-vous agi de la même manière? Seriez-vous parti, vous seriez-vous battu plus fort, ou auriez-vous laissé couler? Dites-le-moi dans les commentaires. Qu'auriez-vous fait à ma place? Pensez-vous que j'ai pris la bonne décision ou que j'ai dépassé les bornes?